Une photo peut-elle changer le cours de l'histoire, renverser les opinions? Rappelez-vous cette image choc d'Aylan, un petit Syrien de 3 ans retrouvé mort noyé sur une plage de Turquie. Une photo qui avait bouleversé l'Europe au cœur de la vague migratoire de l'été 2015. 5 ans plus tard, cette question, où en est la politique de l'Union? Ekram Bouptan, bonsoir. Vous êtes économiste spécialiste des questions liées aux migrations internationales. Vous enseignez à l'université Clermont-Auvergne, auteur de L'économie de l'immigration, paru en 2018 aux éditions Presse universitaire de Blaise Pascal. Et avec nous depuis Bruxelles, Saskia Brikmont, vous êtes députée européenne belge du Parti écolo. Merci à vous deux d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Je le rappelle, plus d'1 million de personnes en 2015. C'était un afflux record de réfugiés fuyant la guerre et la pauvreté. Depuis, l'Union européenne a renforcé le contrôle de ses frontières. L'an dernier, Bruxelles a enregistré 612 000 premières demandes d'asile, selon Eurostat, soit la moitié du pic de 2015. Saskia Brikmont, peut-on en 2020 encore parler de crise migratoire ? On peut en tout cas, 5 ans plus tard, constater malheureusement qu'on fête un triste anniversaire avec une nouvelle mort d'un jeune de 16 ans qui a été aussi retrouvé au large des côtes européennes, noyé. Et donc, on constate 5 ans plus tard que non, le terme de crise, même il y a 5 ans, on n'était pas dans une situation de crise. Néanmoins, c'est vrai que les chiffres étaient importants, plus importants sans doute qu'aujourd'hui, mais on voit que la on avait gestion... parlé systématiquement de crise il y a 5 ans et vous nous dites qu'on n'était pas en situation de crise. Pourquoi ? Pourquoi? Parce que quand on regarde l'arrivée des personnes et des personnes migrantes en Union européenne, c'est un phénomène historique et que certes, il y a des périodes où il y a une arrivée plus ou moins importante de personnes, mais si l'Union européenne prenait ses responsabilités, l'ensemble des États membres prenaient leurs responsabilités pour avoir une politique migratoire d'accueil solidaire et humaine, la situation ne serait pas celle qu'on a connue en 2015 et ne serait toujours pas en 2020 celle que l'on connaît au large surtout des côtes de la Méditerranée, qui est la route la plus meurtrière au monde. Et vous militez pour Impact, on va y revenir dans un instant. Ekram Bouptan, est-ce qu'après l'émotion de 2015, vous direz qu'il y a une sorte d'indifférence en 2020 ? Je ne dirais pas qu'il y a une sorte d'indifférence, je dirais aussi qu'on a peut-être un peu la mémoire courte, c'est-à-dire qu'en fait, on attend encore un prochain défi pour l'Union européenne pour peut-être mettre en œuvre cette politique européenne d'immigration et d'asile, qu'à ce jour, la question que je me pose, c'est que quel avancement on a eu sur cette politique d'immigration et d'asile à ce jour, parce que je partage l'avis de l'autre intervenante, c'est que ce n'est pas une crise, c'était un défi qui a été posé à court terme et qu'on espérait avec une politique d'immigration et d'asile à l'échelle européenne qu'on n'aura pas effectivement, qu'on arriverait à mieux gérer ces flux-là prochainement. On va voir que les traversées continuent. Dernier exemple en date, les messages de détresse du Louise Michel, le navire affrété par l'artiste Banksy, ont été entendus. Les passagers sont sauvés, pour la plupart à bord d'un bateau humanitaire. Et puis vous allez le voir aussi, la petite île italienne de Lampedusa a encore accueilli la nuit dernière près de 370 nouveaux migrants. Son principal centre d'accueil est saturé en pleine pandémie. La situation est jugée sans précédent. Le maire en appelle donc à une grève générale pour faire réagir les autorités. Des humanitaires aussi qui en appellent à l'Europe. Saskia Brikmont, en 2015, l'Europe était prise de court. Est-ce vous direz qu'elle est devenue depuis une forteresse ? Tout à fait, hein, c'est ce qu'on dit. L'Europe forteresse, c'est exactement, ça symbolise la politique de l'Union européenne en la matière. On voit que l'ensemble des États membres laissent finalement les États frontaliers comme la Grèce, l'Italie, et on le voit avec la situation à Lampedusa à nouveau, une fois de plus, elle laisse ces pays gérer. Et donc pour ces pays-là, on peut parler de crise, puisqu'il y a la situation dans les camps, qui est aussi, bien avant la crise du coronavirus, des camps saturés, aux conditions d'hygiène qui ne sont pas rencontrées, les problèmes d'accès à l'eau, à la nourriture, et les droits des personnes qui ne sont pas respectés. On continue à constater quotidiennement des refoulements illégaux vers des régimes comme la Libye qui pratique la torture. Et donc nos États, nos gouvernements se rendent responsables de crimes à l'égard de ces personnes en ne les accueillant pas dignement, puisque la majorité de ces personnes fuient elles-mêmes des situations compliquées dans leur pays, des guerres, des situations où elles risquent d'être emprisonnées, voire torturées. Et donc on laisse l'Italie gérer une situation qui est seule. On peut comprendre qu'elle ne sache pas gérer une situation comme celle-là. Or, une fois de plus, une solidarité entre les États permettrait à l'Italie de gérer ces arrivées de manière plus juste et solidaire. Vous parlez de l'Italie, mais il y a aussi le cas de la Grèce, qui reste une importante porte d'entrée en Europe. Cap à l'ouest, les migrants passent par les Balkans en espérant y rester le moins longtemps possible. Les précisions d'Oumi Diallo.
Quand les véhicules s'arrêtent, Adil Oussala, lui, s'active. Chaque jour passé sur ce carrefour du centre de Sarajevo le rapproche de son rêve. Vendre des mouchoirs lui rapporterait jusqu'à 15 € par jour. Juste assez pour survivre et surtout prendre la route. Un peu d'argent et je dois partir. Un mois et demi à la neige. C'est très difficile pour gagner d'argent ici. Comme lui, ils sont nombreux à passer par la route des Balkans en quête d'Europe occidentale. Un chemin de croix officiellement fermé en 2016. Pourtant, malgré une surveillance renforcée aux frontières, des dizaines de milliers de migrants traversent encore les Balkans. Ce ressortissant marocain raconte avoir marché 700 km en un mois de la Grèce à la Bosnie. Je vais me reposer ici 2-3 semaines et je vais continuer vers la Croatie. Autant de personnes vulnérables à la merci de tous les dangers. Dans ce parc de Belgrade, migrants et passeurs se rencontrent. Ici, le prix d'un passage en Autriche peut atteindre les 4 000 €. Pas assez pour ternir l'espoir d'une vie meilleure. Au Pakistan, c'est la même chose qu'en Serbie. J'ai 3 frères là-bas et ils n'ont pas de travail. Ma mère et mon père ne cessent de me dire de rentrer à la maison. Je leur réponds que j'y retournerai dès que j'aurai les papiers. Face à l'urgence humanitaire, la société civile s'organise. Distribution de repas et depuis la pandémie de coronavirus, ateliers de sensibilisation aux risques sanitaires. Car depuis le déconfinement, l'afflux de migrants s'est accéléré. Ils veulent se rendre en Europe occidentale au plus vite pour ne pas se retrouver en quarantaine en plein hiver. En attendant la traversée, les migrants s'entassent dans des camps insalubres. Le prix à payer pour leur rêve de liberté. Selon le ministre bosnien de la Sécurité, le taux de succès du passage de la route des Balkans est d'environ 60%. Ekram Boubtane, il y a une question qui se pose, parce que c'est souvent quelque chose qu'on entend, que ces migrants coûtent cher aux sociétés, aux pays dans lesquels ils arrivent. Est-ce que vous diriez, Lou, vous, que l'immigration est un atout ou un fardeau pour l'économie des pays européens ? Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune étude économique qui montrerait que l'immigration, dans son ensemble, est un fardeau pour les économies d'accueil. Ce que montrent plutôt ces études en sciences économiques, c'est que l'immigration contribue positivement à la croissance économique, il contribue à l'augmentation de l'emploi total, aux dépenses publiques certes, mais aussi aux recettes publiques, et donc leur effet sur les finances publiques il est plutôt positif. Et donc globalement, on dirait plutôt que l'immigration est un atout pour ces sociétés d'accueil européennes, parce qu'on a besoin des migrants pour satisfaire des besoins de main-d'œuvre dans des secteurs en tension. Ces secteurs, ce sont des secteurs qui emploient de la main-d'œuvre qualifiée, mais aussi de la main-d'œuvre peu qualifiée. Et donc, à ce stade, nous, la recherche est unanime sur la question. Ce que vous nous dites aussi, c'est qu'ils ne prennent la place de personne, en fait, c'est ça ? Sur le marché de l'emploi ? C'est un mythe qu'effectivement un entrepreneur européen qui va choisir à employer une personne, il va choisir un migrant qui parle approximativement la langue, qui vient d'arriver dans un pays par rapport à un Européen qui a intégré. On parle aussi d'économie illégale, en fait, d'économie parallèle. Donc l'économie parallèle, elle existe et elle existerait avec ou sans immigration. Et donc sur le marché informel, donc c'est des questions qu'on n'observe pas parce que l'emploi, cette économie parallèle, elle est difficilement mesurable. Et donc, je ne pense pas que la majorité des Européens, effectivement, travaillent dans l'économie informelle. Donc, la question n'est pas posée. Donc, nous, ce qu'on regarde, c'est plutôt l'économie formelle. Et dans l'économie formelle, il y a plutôt une complémentarité. C'est-à-dire que les migrants qui arrivent vont occuper des emplois qui compléteraient les emplois qui sont occupés par les Européens. Il y a l'exemple de l'Allemagne qui s'était montrée la plus accueillante en 2015. 5 ans après leur arrivée, plus d'un réfugié adulte sur 2 a trouvé un emploi. Est-ce que vous iriez même jusqu'à dire que, bon, peut-être ils sont un atout, mais est-ce qu'ils dynamisent même éventuellement l'économie d'un pays ? Vous iriez jusque-là ? Oui. L'immigration, en fait, pour les années récentes, donc les années récentes, c'est-à-dire à partir de ces années 80, même l'immigration qui vient dans le cadre humanitaire et la migration familiale contribue à dynamiser l'économie dans son ensemble. Donc ça serait, si on prend un cas particulier d'un migrant qui ne travaille pas sur un court temps, peut-être on ne va pas avoir tout de suite cet effet positif significatif à l'échelle de l'économie dans son ensemble. Mais lorsqu'on prend un temps suffisamment long, et on observe au cours du temps, parce que vous savez, l'économie, c'est aussi un cycle de vie. Et là, et c'est l'avantage de cette étude allemande qui est effectuée 5 ans après,
c'est qu'effectivement, les gens vont s'intégrer, notamment sur le marché du travail, ils vont cotiser, ils vont contribuer activement à l'économie, et donc ils sont en mesure de dynamiser l'économie. Saskia Bricmont, cet apport économique des réfugiés qu'on entendait là, est-ce que c'est un message entendu, audible au niveau de l'Union européenne ? Mais c'est évidemment important, hein. Les propos et les études auxquelles Mme Brougham font référence sont importants parce que c'est effectivement très souvent un des arguments, mais aussi au sein de l'opinion publique. C'est le coût que représente la politique migratoire. Or, le réel coût de la politique migratoire aujourd'hui est celle de cette Europe forteresse. Le coût des refoulements, le coût... les moyens qui sont injectés notamment dans l'agence Frontex qui est en charge des refoulements, le fait qu'il y ait énormément aussi de vies humaines qui sont derrière, et puis tout le volet trafic illégal, on l'a vu dans votre reportage, le coût que représente un passage en Europe pour les personnes et qui alimente un réseau de passeurs, de trafiquants à des coûts à nouveau incroyables. Et par ailleurs, l'Union européenne dégage des moyens pour lutter contre le trafic illégal des êtres humains. Donc c'est paradoxal de ne pas prendre une attitude d'immigration légale, de mettre en place des voies sûres et légales d'accès à l'Union européenne, et notamment économiques, par le travail, pour permettre des procédures objectives, des procédures claires par rapport aux personnes qui réclament l'asile en Europe. Et un dossier sur lequel l'Union européenne se penche régulièrement. Saskia Bricmont, merci d'avoir été avec nous. Ekrem Bouhtan, merci à vous aussi. À très bientôt.